extérieur, vous l'aurez compris, qui va partager son écran. Il va nous parler de la fluidité, seamlessness, comme concept transversal des usagers et faits médiatiques. Je te donne la parole, Thilo. Alors, merci beaucoup pour ton introduction, Marie-Pierre, et merci pour votre accueil ici. J'ai hâte de discuter de différentes présentations de la journée avec vous et je suis très honoré par votre intérêt dans mes travaux. Mon titre, il est extrêmement long, je m'en excuse, mais je voulais intégrer cette idée de Didier dans son titre d'être d'une perspective transversale des usages et effets. Et en même temps, dans ce rôle de grand témoin, comme vous dites dans le programme, je voulais aussi témoigner de différentes observations que j'ai faites au cours de mes propres travaux. Pas tous, comme vous allez voir, les plus récents, mais j'essaie d'en profiter, cette réflexion, pour donc, creuser un phénomène donc, dont je me suis rendu compte que ma recherche a tourné autour de ça sans que je l'ai remarqué tout de suite pendant très longtemps. Et c'est donc la notion de seamlessness, absence de couture, fluidité, ce qui est un peu une autre métaphore, dans donc cette notion-là. Et je dois aller. Voilà. Oui. Donc, cette notion, on tombe dessus dans les discours publicitaires, souvent quand il y a un nouveau média qui arrive dans la vie quotidienne, vraiment des grandes masses d'usagers, comme avec Internet mobile dans les années 2010, mais aussi dans la micromobilité, quand du jour au lendemain, il y avait les trottinettes et les vélos sur le trottoir. Il parlait de seamless onboarding, seamlessly moving throughout communities. Il y a une dimension communicationnelle dans ça aussi, que je trouve que sur laquelle je vais revenir un peu. Et aussi, bien sûr, dans le discours sur l'intelligence artificielle générative, le terme, par exemple, il a été utilisé dans la présentation de ChatGPT 4o il y a 2 semaines aussi. Donc, c'est un terme qui est aussi discuté théoriquement dans la littérature, notamment sur la communication mobile, comme dans ce livre de Katie Kaminski et Larissa Yard, The Challenges of Being Seamlessly Mobile, où elle parle des risques, par exemple, d'être tiré par les affordances d'une technologie vers des usages qu'on n'avait pas prévus, avec des phénomènes qu'on ne fait pas de procrastination, qu'on ne fait pas son travail, faire autre chose, ou aussi la distribution inégale de fluidité, que pour certains c'est fluide avec les trottinettes, pour d'autres pas, parce qu'ils sont sur le chemin et ça bloque le chemin. Donc ces interrogations-là. En même temps, cette notion, et ça correspond bien à la métaphore française, fluidité, elle est difficile à saisir théoriquement, empiriquement, et d'où l'intérêt de reprendre quelques recherches, quelques tentatives que j'ai faites, même si, donc si j'avais pas parfois forcément pensé à cette notion, par rapport à différentes innovations technologiques des 2 dernières décennies. Donc je vais commencer avec une approche qui est donc encore issue d'un autre paradigme plutôt historique et culturel des médias, mais comme une sorte de cadre, de premier cadre, et après présenter 3 études plus sur les usages que j'ai réalisées autour de l'intégration des médias convergents dans le foyer, l'Internet mobile, ses usages et la micromobilité. Pour conclure, et dans cette conclusion, j'ai intégré des réflexions par rapport à la recherche sur l'intelligence artificielle générative émergente. Donc, le point de départ, c'est un texte classique de la littérature sur l'histoire médiatique de James Carey, Technology and Ideology, The Case of the Telegraph, dans lequel il présente comme point de départ, comme tournant de la communication mobile et watershed, l'arrivée, l'émergence de ces 2 technologies, télégraphe et chemin de fer.
Et donc, ce qui est pour Carey essentiel dans ça, c'est que la communication, c'est à ce moment-là émancipée du transport parce que les messages pourraient voyager par signal électrique et donc n'avaient pas besoin de support physique qui devait être transporté. Et en même temps, ça a permis la communication de contrôler le transport avec le télégraphe qui a contrôlé très vite les aiguillages du chemin de fer. Donc, c'était le début de la Smart Transportation dont aujourd'hui la micromobilité fait partie. Mais je vois encore deux autres aspects clés dans ce moment-là. Un, c'est que la communication et le transport ont été élevés à un niveau de puissance, à une dimension, j'avais jamais vu une échelle industrielle. Donc, les charges, les vitesses étaient tout à fait une autre échelle que ce qu'on connaissait avant. Donc, ça allait plus vite, plus loin, plus fort. Mais en même temps, ces possibilités-là, ils avaient peu d'impact dans la vie quotidienne des gens. Et là, on commence à s'approcher des usages et des effets parce que c'était des technologies qui étaient difficilement accessibles et il y avait peu de stations de télégraphe. Et donc, il y avait une sorte de rupture de la technologie de communication et transport phare avec la vie quotidienne des gens. Et depuis, il y a un long processus de réconciliation qui s'est fait depuis jusqu'à nos jours pratiquement. Et c'est ce processus-là qui m'intéresse. Et c'est assez intéressant de voir comment parfois les termes sont les mêmes en transport et en communication, surtout si on travaille sur la communication mobile. Et donc, dans le transport, on parle de multimodalité comme un de ces processus qui ont apporté cette réconciliation entre la puissance technique et la vie quotidienne des gens. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de nœuds d'accès et de sortie du réseau, donc là, de la RATP à Paris, à travers le temps. Et cette multimodalité, elle a donc contribué à une plus grande fluidité dans l'accès au transport. Donc, qui fonctionne à cette échelle, cette puissance industrielle. Et puis, la multimodalité, donc, c'est la possibilité de changer de calèche en train ou de train en trottinette qu'on a emmené sur son train aujourd'hui. Dans la communication, on a les mêmes phénomènes. Donc, on avait le télégraphe qui s'est jamais trouvé dans chaque maison jusqu'à l'arrivée de l'email finalement. Donc, on voit les délais avec lesquels on travaille ici. Mais on avait le téléphone qui était une grande étape pour plus de fluidité dans la communication électronique. Un téléphone par village, puis un téléphone par maison. Et puis, et ça c'était le plus intéressant, un téléphone par adolescent. Et Dali a bien montré le changement de la vie des adolescents à partir du moment où il y avait ce que Richling appelle individual addressability, que l'individu pourrait être contacté directement et on n'avait pas besoin de passer par le foyer ou les parents de quelqu'un d'autre pour se contacter et pour s'écrire, tout ça. Donc là, il y avait des gros usages et effets qui sont venus après. Niveau de la multimodalité, donc il y a un autre phénomène que Richling et Jonathan Donner ils considèrent comme essentiel à la communication mobile. Et ça, c'est donc ce qu'ils appellent interlacing of activities. Donc, on reste cette fois dans la métaphore textile du terme seamlessness. Les activités donc médiatiques, mais aussi autres, sont entrelacées avec la communication mobile. Et ce qui correspond à la multimodalité dans le transport et ce qui donc, avait aussi beaucoup d'effets après quand on parle de phabbing, par exemple, ou d'autres situations sociales où il y a, par exemple, dans le cas négatif, ce qu'on appelle une technoférence. Donc ça, ce sont
c'est ce processus de réconciliation et donc la fluidité, c'est un peu quelque chose qui s'est produit lors de ce processus qu'on peut imaginer comme une diagonale dans cette graphique-là. La flèche, elle est très claire ici, mais c'est un bleu très clair. Donc, on avait les technologies très puissantes qui sont arrivées, mais qui étaient très séparées au début de la vie quotidienne des gens. À côté, on avait des technologies qui étaient bien intégrées dans la vie quotidienne, avec beaucoup de fluidité, mais qui n'étaient pas très puissants dans ce qui permettait de faire, dans leurs affordances aussi. Et entre les deux, on avait des technologies qui ont marqué leur époque, peut-être encore plus. C'était des technologies comme la voiture, dont le moteur était moins puissant que celui du chemin de fer, mais qui était plus facilement intégrable dans la vie quotidienne, ou le téléphone, dont le débit en mots par minute était moins élevé que le télégraphe de son époque, mais beaucoup plus fluide dans son accessibilité. Et aujourd'hui, on parle d'aller sur Mars avec Elon Musk ou des ordinateurs quantiques, mais on a besoin d'experts pour poser des questions auxquelles un ordinateur quantique peut répondre. Donc, c'est encore loin d'être intégré fluidement dans notre vie quotidienne. Et donc, là où la musique joue, c'est plutôt dans la continuité de cette voiture, dans cette diagonale où on a des vélos électriques qui ne sont pas très motorisés, quoique j'ai lu qu'ils sont déjà plus motorisés que les premières voitures, plus fortement, et des trottinettes, et dans la communication mobile, et dans la communication, on a les téléphones portables, et c'est souvent dans cette diagonale qu'il y a beaucoup de nouveaux usages et d'effets aussi. On va voir plus tard où se trouve l'intelligence artificielle aujourd'hui dans ces graphiques. Donc, des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est vraiment en train je suis en train de développer ces réflexions, mais je vais quand même donner des éléments de réponse et chercher des réponses avec vous. Comment conceptualiser au-delà de cette notion historique qui est toujours difficilement accessible empiriquement, cette fluidité, comment la saisir empiriquement, quelle est sa signification pour les usages et pour les effets. Et est-ce qu'il y a, puisqu'on parle d'effets, est-ce qu'il y a quels sont les moyens peut-être pour intervenir, pour empêcher certains effets négatifs et privilégier des effets positifs. Donc ça, c'est dans l'idéal des questions auxquelles il faudrait répondre. Et donc, pour chercher des réponses, je vais présenter donc, ces trois études. La première, elle est historique en soi. Donc là, je suis un peu à côté de nouveaux usages, nouvelles approches, mais ce sont des approches méthodologiquement au moins originelles, je pense. Et donc, c'est une étude, celle-là, de 2005, du moment où cette fluidité commençait à se présenter dans le foyer avec les ordinateurs qui étaient au niveau de la multimodalité devenus des machines quand même relativement performantes comme multimédia. Donc, et puis, au niveau de la multinodalité, ça commençait à bouger. C'était l'année où aux États-Unis, pour la première fois, plus d'ordinateurs portables étaient vendus que les ordinateurs fixes. Et donc, on s'est posé à ce moment-là les questions, quel pattern d'usage on pouvait trouver dans l'environnement domestique face à cette convergence, notamment portée par le PC, et comment ces usages se trouvaient pouvaient être placés et quel rapport avait-il avec les structures spatiales du foyer. Donc, les théories, le cadre théorique, c'était un peu partiellement l'écologie des médias parce qu'on a conçu le foyer comme un environnement. Et puis la théorie de la domestication, donc dans la tradition de la réception des cultural studies, qui décrit donc, le processus spatial
le processus de domestication, une sorte d'appropriation dans l'espace du foyer au niveau spatial, temporel et symbolique. Et donc, il fallait prendre en compte les usagers, les usagères comme individus, les différentes technologies, mais sous forme vraiment d'appareils dans la maison, et les ménages avec leurs caractéristiques. Et au niveau, donc pour capturer ça empiriquement, nous avons réalisé des entretiens avec des usagers adultes, des foyers modulaires. Donc, pour chaque média électronique, ils devaient répondre à des questions de comment ils utilisent. Donc, pas comment regardes-tu la télé, mais comment regardes-tu la télé dans le salon et comment la télé dans ta chambre. Après, c'était des usages et gratifications, mais aussi sur des modes sociaux de la réception. Et nous avons observé, donc après aussi, où dans la maison se trouvaient ces différents appareils pour pouvoir croiser ces données. Donc, nous avons fait ça dans le cadre d'un séminaire de master en sciences de la communication à Munich. Et les étudiants sont allés donc, dans une centaine de foyers pour observer et interroger les membres des foyers. Et donc, ça a donné des informations sur donc, 164 personnes, sur 700 médias avec documentation où ils se trouvaient. Et ils ont aussi pris beaucoup de photos pour avoir une impression riche de ce contexte. Je vais juste vous montrer deux résultats. Un, c'était la distribution, ou ce qu'on appelle la tolérance pour les médias, donc en 2005, pour la tolérance des différentes pièces de la maison pour les médias en 2005. Donc, dans chaque salon, cet axe-là, elle montre le nombre d'appareils qu'on a trouvé en moyenne dans les différents types de pièces. Dans chaque salon, il y avait une télé, un lecteur DVD, vidéo, VHS, et une stéréo, grosso modo. Ça, c'était le standard. Par contre, dans la chambre des adultes, il n'y avait pratiquement rien. C'était un espace peu tolérant pour les médias électroniques. C'était une première observation. Après, on voit en vert, c'est les PC, et on voit qu'ils étaient principalement dans les bureaux, mais commençaient quand même aussi à être dans les chambres d'enfants, et il y en avait aussi dans les salons. Donc, on s'est dit, peut-être c'est le début de cette convergence où les PC ils deviennent moins la machine de du travail individuel et plus des machines de divertissement aussi plus convivial dans le sens de la convergence avec tout ce que la multimodalité leur permet. Et on a aussi regardé dans les gratifications qui allaient un peu dans ce sens-là, ou je ne peux pas dire qu'ils allaient dans ce sens-là parce que c'était une étude transversale, mais où il y avait quand même des usages, des gratifications, des divertissements qui étaient cherchés avec les ordinateurs. Mais ce que je montre ici, c'est l'utilisation sociale, donc à quelle mesure l'utilisation principale de l'appareil était donc en présence avec d'autres, avec la partenaire en famille, avec des amis ou d'autres personnes. La ligne bleue, c'est quand l'utilisation principale, c'était seul. Et là, on voit donc l'ordinateur, ça commençait aussi à être plus social là par rapport aux autres qui sont clairement des médias très sociaux, dans le sens appareils sociaux. Et donc, ça donnait un peu la même impression qu'il y avait peut-être cette convergence qui commençait. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et ça, je pense, c'est la chose principale à apprendre de cette étude. D'aujourd'hui, on pense qu'il y avait le processus de convergence et de mobilité qui commençait, et on imagine ça comme une sorte de processus linéaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais attention, par exemple, on voit quelque chose que les ordinateurs portables, qui étaient pourtant les machines les plus récentes, ils étaient moins utilisés socialement. Alors qu'aujourd'hui, je pense un usage, regarder des séries sur Netflix, sur le lit ou sur le canapé, c'est très sociable et ça se fait avec l'ordinateur portable. Là, c'était pas le cas.
Et les machines qui ont utilisé socialement, parce que nous avons comparé entre l'âge des différentes machines, c'était les machines les plus vieux, en fait, pas les plus récents, pas la dernière technologie. Ceux-là, ils étaient utilisés plus seuls, mais les plus vieux. Et donc, quand on a creusé dans les données, c'était plutôt dans des contextes comme cela qu'il y avait cette utilisation sociale des ordinateurs. Donc, vous voyez un foyer de revenus moyennes. Ça, c'était on a fait des observations à Munich et à Erfurt, dans l'Allemagne de l'Est. Ça, c'était à Erfurt. On voit l'ordinateur là dans le salon. C'est une vieille machine qui a plus que 5 ans. Elle était utilisée donc, par tous les membres de la famille. Pour des choses, il y avait aussi des enceintes. Donc, on a quand même aussi écouté la musique ensemble aussi. Chacun utilisait aussi individuellement, mais par la force d'être dans le salon, il y avait un usage assez social avec cette machine aussi. Donc, pour respecter le temps, j'ai encore d'autres photos assez parlantes sur ça, mais l'observation, c'était qu'il n'y avait pas, c'était pas la technologie qui a poussé, comme on pourrait imaginer, cette tendance vers l'usage plus sociable et plus convergent. C'était pas si linéaire que ça, mais c'était plutôt des contextes, souvent des contraintes aussi, qui faisaient ça. Et s'il y avait un bureau, on préférait utiliser dans le bureau, et c'était une personne normalement qui travaillait avec la machine dans le bureau. Donc, il y avait aussi une reproduction de certains facteurs sociaux dans la maison, que c'est une personne dans une situation dominante qui va utiliser la machine, c'est sa machine, elle travaille seule là-dessus, qui était reproduit dans les structures d'utilisation dans le foyer. Et donc, finalement, on a aussi beaucoup vu, et ça nous avait surpris, comme sur la première graphique, que les usages étaient très, très inscrits dans les structures spatiales de la maison, donc avec ce qu'on appelait mediatopes, des espaces qui vont fortement structurer, préstructurer l'utilisation de ces médias. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ces observations de cette époque-là, et qu'on ne savait pas encore à l'époque, c'est que quand on voit les stratégies de design des ordinateurs, ce n'était pas non plus linéaire non plus, mais ils ont choisi une divergence. Ils ont fait des machines, des ordinateurs, pas multimodales, mais unimodales, par exemple l'enceinte connectée, avec du textile autour, pour qu'ils rentrent dans des pièces. Et donc, ça, c'était Amazon EcoSpot. Un ordinateur avec une caméra, mais qui fait semblant d'être une montre, et que c'était la manière d'Amazon d'infiltrer une caméra dans votre chambre à dormir, comme écrit dans ce blog technologique. Donc, on voit comment les stratégies dans la production ont répondu à ce qui se faisait là du côté de l'utilisation. Mais bien sûr, la machine super multimodale et mobile, elle était quand même arrivée peu après avec le premier iPhone. Et donc, il y avait Internet mobile, une situation où il y avait encore plus de modalités parce qu'on n'est plus juste dans le foyer où on peut porter son ordinateur, où on peut le porter quelque part et le brancher dans ce qu'on appelle parfois une utilisation mobile nomade, mais c'est une vraie mobilité dans le mouvement. Et multimodalité aussi avec ses capteurs, avec ses possibilités multimédiales. C'était les téléphones portables encore plus fortes que les ordinateurs mobiles, ce qui a inspiré Klaus Brun-Jensen, le chercheur, de parler du smartphone comme un métamédium, donc un médium qui contient en soi beaucoup d'autres médias. Et par rapport au smartphone, nous nous sommes posé
les mêmes questions de nouveau, un peu par rapport à la modalité et nodalité, même si on n'avait pas ces termes en tête à ce moment-là. Comment les usages sont-ils structurés? C'était la première question, parce qu'on pouvait imaginer que dans un monde où, comme on disait toujours, maintenant on peut tout faire partout, à n'importe quelle heure, qu'il n'y a plus de structure dans les usages finalement, que ça serait juste aléatoire de ce que nous faisons, puisque technologiquement c'est possible. Donc une question c'était, est-ce qu'il y a encore des structures dans les usages ou est-ce que c'est juste aléatoire? Une deuxième question c'était, bien sûr, s'il y a des structures, lesquelles? Et après, mais surtout, comment, si on identifie des structures, comment est-ce que ces structures seraient situées par rapport aux différents endroits et aspects spatiaux? Donc, on avait vu dans la maison, c'était très axé, cette utilisation ici. Comment est-ce que ça serait maintenant dans la communication mobile? On a repris, encore une fois, sans forcément nous en rendre compte, un peu de nouveau une structure triangulaire, comme dans cette première étude, mais c'est quelque chose que j'ai fait avec d'autres chercheurs, donc ce n'était pas conscient, ou ce n'était pas dans le même projet de recherche même, mais on a remplacé certains éléments. Donc, bien sûr, on a remplacé le ménage par l'environnement plus large, parce que là, ça se passe partout. Du côté, et finalement, cette perspective de la domestication qui est très riche comme métaphore, mais qui est aussi très adaptée à l'environnement spatial de la maison, on a remplacé ça par la notion plus générale des affordances, vraiment dans sa définition originale dans la psychologie de l'environnement de James Gibson, où c'est une possibilité d'action découlant pas d'un objet, c'est pas l'affordance de l'objet, mais ça découle de la relation entre un agent et son environnement. Donc pour Gibson, c'est ça. Pour nous, comme on travaille sur les médias, ça doit être un triangle parce que c'est la technologie, mais aussi l'environnement. Il faut aussi prendre en compte l'environnement. Si on pense juste technologie usagée, ça ne marche pas avec l'approche des affordances, d'après moi, parce que l'environnement joue un rôle important dans tout ça pour permettre ou ne pas permettre certains usages. En tout cas, c'était l'observation dans notre première étude. Et nous avons étudié, donc, du côté de la technologie, nous avions cette notion de métamédium. Du coup, le problème, c'était qu'on ne pouvait plus simplement faire des études par rapport aux différents appareils, voilà la télé, voilà la radio, parce que tout était intégré dans le smartphone et en même temps, il y avait une convergence entre du fait qu'on connecte, par exemple, le smartphone avec son télévision pour streamer quelque chose. Donc, on est passé à une approche qui est plus dans la tradition de l'écologie médiatique, polymédia, où l'idée, c'est de penser, pas en termes d'appareils distincts, mais plutôt en termes d'un paysage médiatique qui va nous offrir différentes affordances, souvent en même temps. On a souvent plusieurs options d'utiliser des médias. Par exemple, pour une visio, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser Teams. En même temps, on peut utiliser son smartphone ou son ordinateur et on fait des choix en fonction de tout ce paysage d'affordances possibles. Et le dernier élément théorique que nous avons intégré, c'était un modèle que nous avions développé avec Veronika Kanowski et Werner Wirth sur l'appropriation des téléphones portables, encore avant le smartphone, mais après on avait adapté au smartphone. Donc c'est plus complexe le modèle, mais un élément central, c'était de concevoir les usages en termes de gratification. C'est organisation, ça c'est entertainment, information ou interaction humaine. Et puis, on a vu la combinaison entre ces gratifications cherchées et les différents types d'applications. Et pour répondre aux questions de l'intégration spatiale, on a combiné ça avec donc, des études ou avec des observations par rapport à l'environnement physique, à l'accès aux autres médias et au contexte social de l'utilisation. Et c'était dans le cadre d'un projet par la Fondation nationale allemande de la recherche,
avec une collègue américaine où nous avons réalisé d'abord une étude préliminaire qualitative avec des entretiens qualitatifs parce que si on va voir après, on a fait l'étude principale avec une centaine d'étudiants avec ce qu'on appelle un échantillonnage d'expérience par SMS. Je vais montrer après ce que ça a donné, mais en gros, on a envoyé des questionnaires par SMS aux participants. Et dans un questionnaire sur téléphone portable, on ne peut pas poser beaucoup de questions, par exemple. Donc, on avait juste ces 4 gratifications. Et pour que ce questionnaire il soit vraiment assez adapté à la réalité des participants, c'était obligatoire de faire une étude qualitative avant pour qu'on soit un peu en forme avec leur réalité. Donc, pendant 2 semaines, ces participantes et participants ont reçu chaque jour un SMS à un moment aléatoire dans lequel on a demandé quel type d'application ils avaient utilisé pendant les 2 dernières heures. Aujourd'hui, on demanderait pendant les 3 dernières minutes peut-être. Et quand ils ont répondu, on a de manière aléatoire choisi une application et puis posé, je pense, 5 questions. Est-ce que tu étais en ligne ou pas? Donc ça, c'est pareil, on n'aurait plus cette question-là, mais là, c'était notre intérêt. Est-ce qu'on est connecté ou pas? C'était une grande question. Les gratifications qu'on cherchait, on pouvait répondre plusieurs en même temps. Le lieu où on était, est-ce qu'on était seul avec d'autres et est-ce qu'on avait accès à d'autres médias dans la situation. Et ça donne donc ce que vous voyez ici dans l'ensemble. Là, c'est une personne qui, donc, elle est sur le campus, elle est seule, elle a un livre à côté d'elle, ici, comme média alternatif. Elle téléphone pour une interaction sociale. Donc ça, c'était sa situation-là. Là, c'est quelqu'un qui est à la maison en train de jouer pour se divertir. Et des gens dans le parc qui utilisent les médias sociaux pour se divertir aussi, et même aussi pour l'interaction sociale. Et comme ça, on a les différents types d'utilisation que vous voyez là. Donc l'idée, c'était d'identifier des patterns un peu dans ça. On ne peut pas observer comme ça, mais statistiquement. Et donc, pour faire ça, nous avons fait une analyse de classe latente, ce qui est un peu comme une analyse de cluster, donc une méthode statistique. Mais sur j'ai après des diapos pour ce qui se passe là. Donc, on essaie d'identifier statistiquement des situations qui se ressemblent sur la base de nos 2 variables, des applications et des gratifications recherchées. Et dans la différence avec l'analyse des classes latentes, c'est possible qu'ils disent il n'y a pas de structure. Alors qu'une analyse de cluster, ça va toujours, si on veut, donner des structures. Mais là, il y a un test qui dit non, c'est juste aléatoire. Et comme ça, c'était une de notre question. On a choisi ça. Et puis la deuxième question, c'était donc comment est-ce que ces différents clusters, si on en identifie, comment est-ce qu'ils seraient situés par rapport à ces points-là? Et donc, on a trouvé des clusters. Je vais vous les présenter. Et après, je suis curieux de savoir donc, ce que vous pensez, comment ça a changé. Parce que là, je pense on est en 2010 peut-être avec les données. Vous voyez, donc 31% des situations, c'était un peu la télécommunication mobile classique, des appels pour interaction, non, des textos pour interaction humaine. Aussi, donc Facebook, c'était, là on avait, non, je pense que c'était pas, Messenger, ça faisait encore partie de Facebook. Donc c'était, on n'avait pas bien différencié là. Donc très, très classique, un tiers des cas. Un autre type de cluster, il y en avait 6 dans l'ensemble, c'était plutôt ce qu'on a appelé interaction entre plusieurs. Donc là, c'était plus les réseaux sociaux, le chat, mais avec divertissement aussi. Et on a aussi intégré des contenus un peu des infos ou des choses. Ça, c'est Safari, ça, c'est la navigation. Ça, c'est
autre, c'est la catégorie résiduelle. Et troisième catégorie, c'était une organisation de soi. Donc, on écrivait des mails, c'était des étudiants, par exemple, pour prendre rendez-vous avec les professeurs. Et donc, les communications textuelles, beaucoup. Et le quatrième, surfer pour des informations, recherche très clairement, avec navigation. Cinquième aussi, profil très clair, jeu et divertissement. Farmville, si vous vous souvenez, c'était dans Facebook, donc ça explique ça. Et sixième, c'était une coordination. Donc, on avait juste les données et on avait les entretiens qualitatifs, mais pour nous, sur cette base, c'était des situations où ils sont en train d'organiser ce qu'ils vont faire, par exemple, avec des amis. Donc, on cherche un peu qu'est-ce qu'il y a au cinéma. On s'organise est-ce que j'ai des rendez-vous, on interagit, on rigole un peu en même temps quand on regarde par exemple, des possibilités de films qu'on peut regarder. Donc ça, c'était le sixième cluster. Et donc, juste pour montrer maintenant de nouveau, de manière très rapide, l'intégration de ces classes ou patterns dans les différents contextes sociaux. Donc, l'aspect spatiaux dans ce cas-là, là, vous voyez, normalement, la somme d'une couleur, ça doit toujours donner 100%. Ce que vous voyez, donc, la probabilité qu'une situation elle tombe d'une certaine utilisation, comme coordination, elle tombe dans ce contexte spatial. Donc, 50%, un peu plus de coordination était quand on était chez soi, par exemple. Et donc là, on voit une variation parce que les gens étaient plus souvent chez soi que chez des amis. Mais après, au sein des différents contextes, il y avait plus de variations. On a fait des ANOVA avec les tests F. On voit qu'il y avait juste des différences. Quand on était chez soi, on n'a pas utilisé le smartphone pour surfer pour des informations parce qu'on avait l'ordinateur à côté. C'était des étudiants. Dans l'espace public, il y avait plus d'activités de coordination parce qu'ils étaient en train de voir ce qu'ils allaient faire ce soir et de négocier ça. Dans le transport, c'est pareil. Et il y avait moins de situations d'auto-organisation, donc écrire des mails, des profs ou d'autres choses qui demandaient un peu plus d'attention. Mais sinon, il y avait, par rapport à la première étude, et même si je compare méthodologiquement des pommes avec des poires, mais parce que les deux études ont quand même été faites différemment, mais on avait moins cette intégration, cette structuration spatiale dans ces situations. Cette impression. Et donc, pour répondre à nos questions, il y avait donc au niveau des structures des usages, on était encore dans les trajectoires des utilisations classiques du téléphone portable. Un cluster qui correspondait à l'utilisation classique d'Internet, rechercher des informations. Un des jeux. Mais il y avait autour des médias sociaux un cluster intéressant de convergence, où c'était interaction, mais aussi divertissement. Donc ça, c'était une première observation. Deuxième, que les lieux ne semblaient pas tellement favoriser une utilisation ou une autre, ou empêcher certaines utilisations. Et donc, pour un peu conclure, on avait l'impression que ce bord-là, qui était très important dans l'utilisation domestique, elle était moins importante. Et par contre, les deux, du coup, cette fonction structurante quand même de l'espace aussi, elle était un peu plus portée par ces deux autres bords, on peut peut-être dire. Et donc là, encore une fois, je m'avance parce que là, on penche vers les effets aussi, mais sur la base des entretiens qualitatifs, on a vu, et ça j'ai vu aussi rétrospectivement quand j'ai relu notre article là,
que, donc, il y avait, du coup, c'était aux individus de négocier ça. Ils étaient en cours, mais il y avait Facebook sur le téléphone portable. Et donc, ce participant américain, il, est-ce que je peux... il, Pour résumer, une sorte de signal ou vibration, c'est ça qui est ah, écrit, d'accord, hein. ok. Il avait éliminé, désinstallé Facebook parce qu'il s'était trouvé dans une situation où dans le cours, il y avait une notification et il était immersé dans Facebook. Et nous avons appelé ça, c'était en 2012, cet article, donc une utilisation immersive au contraste avec l'utilisation extractive de l'Internet. Et donc, c'était à l'usager de se débrouiller face aux affordances de la technologie et ils avaient du mal. Et l'autre, c'était cet axe-là, l'usager et son environnement social, dans ce cas-là, où il y avait des tensions parce qu'il fallait négocier ça. Et donc, la question, quel est selon toi le pire aspect de l'Internet mobile? C'était donc ce qu'on appelle phabbing aujourd'hui ou technoférence. Donc, c'était déjà aussi quelque chose qu'ils observaient à ce moment-là. Et je pense parce que il n'y avait plus tellement la structure de l'espace qui règle quand même quand on communique avec qui. Donc, je passe à la troisième étude, donc qui, cette fois, on l'a arrêté, on a terminé le projet l'année dernière, mais qui reste dans cette trajectoire. Donc, c'était un projet financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, très interdisciplinaire, où il y avait différents objectifs, comme c'est toujours avec des financements régionaux. Il y avait un objectif très ancré dans le tissu économique et social local. Il y a une industrie du vélo à Besançon, indépendante, mais qui risquait de se faire bouffer par les grands producteurs comme Bosch, notamment par rapport aux questions communicationnelles, parce que Bosch a des super écrans avec des applications smartphone, et mais il faut acheter ça ensemble avec le moteur Bosch, et c'est tout un écosystème qui est lié avec ça, fermé aussi pour les réparateurs. Les locaux, ils avaient des écrans LCD comme des montres digitales des années 80. Et donc, il y avait cette idée de leur aider à adresser ce problème-là, puis aussi d'apporter une perspective communicationnelle à la polémique autour de la micromobilité qui est soit vue comme la solution pour le transport doux, soit par d'autres comme le dernier cri du hypercapitalisme américain avec des startups qui mettent des machines partout. Et comme ils disent dans cet article-là, scooter companies are moving fast and breaking people, but they say they're not to blame. Et dernièrement, on voulait aussi au niveau théorique quand même développer une approche donc, pour creuser ces parallèles qu'on avait vus entre le transport et la communication davantage au niveau conceptuel. Donc, c'était un projet en 4 phases avec une phase de problématisation, un état des lieux de la communication et vélomobilité. Puis, cette fois, on a aussi essayé d'adresser un peu les choses observées avec une co-conception d'interface pour la vélomobilité. Et finalement, on n'a pas vraiment évalué, mais on a appliqué et observé l'utilisation de ces interfaces. Et donc, juste au niveau théorique, donc ça a repris cette idée de la fluidité et sur la suggestion d'une évaluatrice pour la SFIC, nous nous sommes appuyés partiellement sur le concept d'essence technique de Simondon, disant que cette intégration de puissance et fluidité, c'était l'essence technique qui se décline à travers des innovations, et notamment dans donc les vélos et les trottinettes électriques. Mais pour sortir du déterminisme technique qui est à la fois un peu chez Simondon et dans l'écologie des médias, nous avons rajouté 2 axes d'appropriation. Donc, il faut
une appropriation de l'appareil et une appropriation du territoire, puisqu'il s'agit d'un véhicule, à travers l'appareil. Donc, il y avait une double appropriation, comme vous l'avez étudié en même temps. Et pour aussi parler de, peut-être pas de, peut-être Didier dirait de conséquences, peut-être plutôt que d'effets, mais les enjeux, les questions en jeu, on a donc aux limites de ce tableau, on voulait étudier les enjeux de la micromobilité aussi, pour nous intégrer dans les discours aussi. Donc, par exemple, au niveau de la puissance, un enjeu, et d'ailleurs ça, on vient de publier ça, ça paru aujourd'hui dans le International Journal of Communication. Donc là, un enjeu, c'est que les gens pédalent quand même activement et que le vélo ne remplace pas leur activité. Et c'est exactement comme avec l'intelligence artificielle, ce que je dis aux étudiants, il faut que ça vous assiste, mais que ça ne fasse pas le travail pour vous. Et pour la fluidité, donc, qu'il y a une conscience de l'environnement, aussi on parle aussi par rapport à l'espace urbain de la ville, que les gens ne passent pas avec la trottinette, juste traversent aveuglement la ville, mais qu'il y a une sociabilité, aussi une sécurité dans l'espace urbain. Parce que la fluidité, elle peut être les deux. Ça peut donner accès facile à l'urbain, mais c'est aussi permettre de passer à côté de tout ça, juste pour aller jusqu'au train. Et au niveau de l'appropriation, nous avons identifié des enjeux par rapport à l'autonomie des usagers. Le vélo, c'est quand même une technologie do-it-yourself à la base, et il y a des fortes valeurs associées à ça. Et là, on commence à avoir des systèmes fermés, la surveillance aussi. Donc ça, c'était un enjeu par rapport à l'appareil. Et par rapport au territoire, question d'un accès égal au territoire, parce que dans d'autres études, on voyait par exemple à Rio de Janeiro que les fournisseurs des systèmes de micromobilité, par géorépérage, ils excluent certains quartiers, et quand vous allez dans ce quartier-là, ça s'arrête et c'est fini. Donc ça, c'est un scénario qu'on ne veut pas. Et donc, finalement, on s'est dit qu'il y a des champs d'intervention pour les interfaces infocommunicationnelles par rapport à ces questions. Par exemple, des applications qui vont encourager, avec des feedbacks, à pédaler, à faire du sport soi-même, ou des applications qui nous sensibilisent pour l'espace urbain en disant qu'il y a un café dans le coin nouveau, c'est juste à côté, tu peux y passer. Donc, on sait que les applications mobiles sont capables de ça. Donc, je dis juste un peu ce qu'on a fait après. On a fait des observations quantitatives sur place où on a positionné avec des géographes, des observateurs dans la ville pour marquer par rapport à la question de la sécurité, quels usages médiatiques les gens faisaient en vélomobilité, ce qui les téléphonait, ce qui les aidait des messages, ce qu'ils écoutaient la musique, comment ils étaient sécurisés et comment ils roulaient, si c'était dangereux ou pas. Parce que là, il y a un grand discours autour de cette question. Et c'était de nouveau une analyse de cluster qu'on a fait après pour identifier les différents types d'usages. Et on a constaté qu'il y avait des sortes d'effets compensatoires que quand les gens prenaient des risques, ils roulaient moins rapidement. Ou quand ils avaient des casques, ils roulaient plus rapidement. Qu'il y avait dans l'usage, ils prenaient des risques, mais en même temps, ils faisaient autre chose pour se sécuriser. Et donc, on a appelé ça Beyond Good and Bad Cyclists, pour dire qu'il n'y a pas juste les comportements à risque, mais il faut voir un ensemble de comportements où il y a les deux finalement. On a fait qualitativement des entretiens semi-directifs avec des usagers où nous avons enregistré les parcours avec des caméras frontales pour être dans leur expérience aussi. Et là, on a vu qu'il y avait une énorme charge mentale donc au niveau psychologique dans la complexité du transport, de vélo, surtout à Besançon ou en France où il n'y a pas de piste cyclable souvent.
et des tensions, notamment quand on est en vélo électrique, avec d'autres participants, d'autres usagers de la route, à qui le vélo électrique fait peur quand on s'approche et on sonne. Et donc, sur la base de ça, nous avons fait des séances de co-conception avec des participants et des chercheurs, donc pour faire un cahier des charges pour une interface infocommunicationnelle. Donc là, pour adresser le problème. Et pour moi, c'était nouveau aussi de travailler comme ça, mais c'est un peu des projets de région où souvent ça fait partie de produire quelque chose qu'on présente après. Et donc, c'est pas l'ensemble de l'interface, mais ça, c'est ce que ça a donné pour répondre à différents besoins. Ça, on connaît le clignotant pour le vélo aussi de Vest. Ce qu'il voulait aussi, c'était quelque chose pour alerter. Il y a une voiture qui colle derrière le vélo pour dire d'alerter. Et ça, c'était une manière douce de communiquer que j'arrive. Pas clignoter, mais juste faire très doucement pour ne pas donner peur aux gens. Et le dernier, c'était de remercier. Ça, c'était les idées des participants. Et finalement, on avait décidé d'avoir un objet plutôt hardware. Et il y avait encore un dernier élément qui marquait l'espace dont on avait besoin. Cela. Et donc, finalement, on a constaté dans l'évaluation que la seule chose qui a vraiment marché, c'était cette approche douce des piétons de derrière. Les autres choses, on a remarqué à quel point c'est formaté le mouvement dans l'espace public et que, par exemple, si on remercie quelqu'un, on est déjà passé de la personne et quelqu'un d'autre va prendre ça comme une sonnette et que notre dispositif n'était pas, en général, à la hauteur de cette complexité. Mais c'était intéressant de parler et enrichissant de parler du vécu des gens qui ont utilisé ces appareils et ils avaient de nouveau filmé ça. Et donc, je vais finir et c'est juste donc, 3 diapositives. Donc, la prochaine étape, donc c'est une recherche que je commence sur l'IA générative avec de nouveau là des entretiens semi-directifs que nous avons fait avec des usagers, des étudiants. Vous avez un peu des informations sur ce lien-là. Donc, je ne peux pas... donc on est tout au début, mais j'essaie de voir quelles conclusions on peut tirer de tout ça pour une recherche sur l'IA. Et un premier constat que je peux quand même faire, c'est que l'utilisation, elle se fait même chez les étudiants, ou peut-être surtout, par chat et sur PC principalement. Donc, on est au niveau de la multimodalité, on est dans les années 2000, et au niveau de la multimodalité, souvent, on est dans les années 80, où ça se passe par texte. Bien sûr, il y a DALL-E aussi, mais ça s'utilisait très peu. Donc, il y a un énorme potentiel d'évolution encore pour cette technologie au niveau de la multimodalité et modalité quand cette utilisation devient vraiment fluide. Et donc maintenant, pour essayer de tirer des conclusions et les appliquer à ce contexte, je pense qu'au niveau théorique, il faut faire beaucoup attention au processus de ces technologies, de la diffusion et d'appropriation, parce qu'ils ne sont pas forcément linéaires. Par exemple, ça ne m'étonnerait pas que des usages novatrices ne vont pas venir des étudiants, mais des personnes qui utilisent le téléphone portable en premier, maintenant qu'il y a l'interface vocale. Alors que les étudiants, ils étaient très accrochés à leur ordinateur. Il y a aussi différentes trajectoires d'appropriation qui peuvent mener au même usage. Donc, par exemple, tous les participants là, ils étaient contre l'idée de développer une relation parasociale avec une intelligence artificielle. Et on n'a pas posé la question comme ça. Mais il y avait quand même un nombre non négligeable qui avait parfois aimé, quand ils écrivaient sur Snapchat à leurs copains que ça n'allait pas, il y avait l'intelligence artificielle MyAI dans Snapchat
qui pouvaient leur répondre et ils ont apprécié ça. Et c'est parfois donc comme ça que ça peut rentrer quand même dans leurs usages, par une autre voie que celle à laquelle on aurait pensé. Je pense que le concept d'affordance est très utile pour prendre en compte l'intégration dans l'environnement aussi, à partir du moment où il y a une multimodalité. Au niveau des méthodes, je pense qu'il faut prendre des designs longitudinaux. Ça peut être des études des panels ou des tendances ou une analyse historique des conversations. Si on reste dans ChatGPT, c'est très pratique parce qu'il y a l'historique chronologique et je trouverais ça extrêmement intéressant d'avoir des dons de données sur cette base-là. Au niveau expérimental, ça serait des expériences de terrain peut-être qui ont aussi déjà fait. Et au niveau de l'intégration des contextes, donc, je pense que pour l'instant, ça se passe beaucoup sur smartphone. Le hardware, intelligence artificielle, n'a pas marché pour l'instant. Et donc, on pourrait utiliser les smartphones pour un échantillon d'expérience. Et pour finir, donc, la signification pour les usages, je pense qu'il y a donc des nouvelles possibilités inédites d'usage qu'on voit déjà chez les usagers, chez les étudiants, par exemple, qu'ils osent poser des questions et qui posent des questions à l'IA qu'ils n'oseraient pas poser au professeur, et aussi des questions personnelles qu'ils n'auraient pas osé poser à des amis, aussi des questions de mal-être psychologique, par exemple. Et ils apprécient avoir un soutien social inconditionné. Donc ça, ce sont des nouvelles choses vraiment. Mais il y a des nouvelles contraintes par rapport aux algorithmes et biais, bien sûr. Et au niveau des effets, je pense que donc, déjà, les effets ils vont dépendre de l'appropriation, l'institutionnalisation sociale, mais qu'on voit un peu comme avec la maison, avec la communication mobile, une désorientation, une sorte de tension interne. Et beaucoup d'étudiants exprimaient une dissonance cognitive que, par exemple, ils voulaient utiliser ChatGPT simplement pour leur aider à apprendre, mais ils se sont rendus compte que ça a remplacé leur travail et ils ne savaient pas comment gérer ça. Ils disaient, je sais que ce n'est pas bien, mais je vais quand même, je n'avais pas le temps. Et donc, ils développent aussi des relations parasociales. Et là, ils disent aussi, ce n'est pas bien, mais quand on pose la question autrement, ils le font aussi. Et finalement, pour les interventions, donc je pense comme au niveau de la micromobilité, il faut des cadres. Il y a aussi des interfaces techniques qui peuvent jouer un rôle pour aider à maîtriser ces défis. Mais ça, on a constaté avec nos vélos aussi, c'est pas juste une question de l'interface technique, mais par exemple de l'espace urbain, de l'aménagement des rues. Et là aussi, ça doit être donc, pour encadrer des approches plus larges qui permettent à négocier les tensions sociales et individuelles. Voilà, et ce sont donc juste quelques débuts de réponses aux questions. Alors, merci. Merci. Alors, ça commence à s'agiter au niveau du chat pour les questions. Donc, je te laisse juste la parole puisqu'on fait le relais pour quelques petits retours sur l'intervention de Thilo. Et ensuite, je donne la parole pour les questions à nos collègues. On a combien de temps à peu près? On va partir sur 20 minutes puisqu'on va prendre sur l'heure du... Il y a beaucoup de remerciements par le chat. Hein. Ouais. Des applaudissements, voilà. Non, mais merci beaucoup, hein, Thilo. Vraiment, moi, ce que j'ai notamment apprécié, c'est la rigueur de la méthodologie. Vraiment, et je crois que c'est très intéressant pour nos doctorants, et puis pour les chercheurs aussi, de voir jusqu'à quel point, sur le plan méthodologique, c'est bien mené. Vraiment, j'étais impressionné. Alors, du coup, j'ai une petite question de l'ordre méthodologique. Alors, c'est plutôt pour les doctorants. Tu parles à 2 reprises d'échantillonnage d'expérience. Alors, une méthode très intéressante. Je ne suis pas certain que ce soit bien connu. Alors, en quelques mots, puis j'enchaîne sur une deuxième, comme ça je te laisse répondre dans la foulée. Donc, comment tu mènes les échantillonnages d'expérience?
ce qui te semble intéressant, moins intéressant là-dessus. Et puis deuxième, tu as parlé de relations parasociales. C'est pas évident non plus que beaucoup d'étudiants, même si c'est un concept très intéressant, des relations parasociales, beaucoup d'étudiants connaissent. Donc si tu peux juste rappeler en un mot, parce que je pense qu'effectivement c'est vraiment bien joué de voir les relations parasociales dans le cadre de l'intelligence artificielle générative. Quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Ouais. Non, merci pour ces deux questions et c'était des choses que je ne pouvais pas approfondir, mais donc l'échantillonnage d'expérience, donc ça a été développé comme méthode par l'inventeur du concept du flow aussi, Csikszentmihalyi. Et donc aussi dans le contexte psychologique, je pense, du bien-être, ça a aussi joué un rôle important pour prendre la température régulièrement dans la vie quotidienne, mais de manière aléatoire et avoir comme ça un échantillonnage des expériences, du ressenti des gens. Et nous, on a appliqué ça aux usages donc, du téléphone portable. Et à l'époque, on est passé par des SMS et des questionnaires mobiles. Maintenant, il y a beaucoup de recherches et moi, je suis largué un peu par la recherche qui a été faite depuis sur ça, notamment par rapport aussi méthodologique, beaucoup pour comparer ce que les gens disent qu'ils utilisent, par exemple, quand on leur demande combien de fois tu utilises ça par jour, et ce qu'on a comme information si on leur demande dans les situations, et ce qu'on a dans des logs. Mais il y a aussi des outils qui rendent ça beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il y a un outil MovieSense où on achète des contacts aux usagers, par exemple dîner contact, et c'est très ancré, c'est une application que les gens installent et on peut cibler directement, par exemple, après l'utilisation de telle application, tu vas demander aux gens comment ils ont utilisé, tu vas mettre ces questionnaires-là. Donc, j'ai un collègue qui a fait ça dans le contexte de la vie privée, où après avoir utilisé WhatsApp, il a demandé quel genre de contenu les gens avaient discuté et s'ils ont reçu du soutien social ou pas. Donc, c'est extrêmement puissant là, comme méthode aujourd'hui. Juste une petite question. Ça t'est déjà arrivé d'utiliser l'échantillonnage d'expérience un peu aléatoire, en envoyant comme ça, ou alors que systématiquement après un usage? C'était donc là, dans notre étude, c'était aléatoire encore, parce qu'on n'avait pas encore le moyen. Donc, il y avait aussi des situations où ils n'avaient pas utilisé leur smartphone pendant les 2 dernières heures. Et donc, ils n'ont pas répondu du coup. Donc, les deux ce sont deux questions théoriques très, très différentes finalement auxquelles les deux méthodes répondent. Et par rapport aux expériences parasociales, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est l'inverse un peu des relations parasociales, ce qui se passe avec ChatGPT. Parce que dans les relations parasociales, Harry Potter, il n'est pas disponible pour vous. Mais c'est dans votre tête ou dans la réception que ça se passe. Mais ChatGPT ou Replica, les applications, ils sont disponibles tout le temps et ils font que ça. Ils vont répondre à toutes les demandes. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas des interactions sociales, mais c'est très complémentaire parce que c'est un peu l'un et l'inverse de l'autre. Mais je pense que ça peut répondre aux mêmes besoins. Après. Merci. Au niveau des questions, oui, j'ai juste une personne qui... je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je vais donner la parole à Sophie GL qui voulait intervenir. Ensuite, Estelle, tu avais une question. Non, c'était pas une question. Ah bah vas-y alors. Oui, c'était juste par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, j'ai beaucoup d'étudiants par rapport à leurs usages qui utilisent certes ChatGPT par rapport aux études, etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, par exemple, de Snapchat. Et finalement, j'ai l'impression que les usages et ce qu'ils veulent en faire et leurs besoins sont complètement différents par rapport à l'intelligence artificielle. Du moins, c'était juste ça pour dire ça. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut distinguer.
Donc, Sophie, si vous êtes encore là, vous aviez demandé la parole après l'intervention. On vous écoute. Merci beaucoup de votre présence. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces deux interventions qui nous voilà, posent des questions de fond sur nos approches théoriques et puis nos méthodologies. Je voulais juste, par rapport à la présentation je dirais, très syncrétique de Didier Courbet, la différence, me semble-t-il, dans les approches sociologiques et les réticences que les approches sociologiques sont pas forcément, voilà, moi je me situe en infocom, mais mes méthodologies sont quand même principalement sociologiques. C'est l'attention aux différences sociales. Et du coup, la question des effets, elle est compliquée d'un point de vue sociologique parce que l'approche de la communication d'un point de vue sociologique est forcément très multifactorielle. Alors ensuite, je comprends bien qu'on puisse décomposer tous les effets et tous les facteurs, mais c'est le fait de choisir une approche par effet, ce qui la rend très difficile d'un point de vue sociologique, c'est la dimension multifactorielle. Alors ensuite, la dimension multifactorielle, c'est-à-dire la prise en compte du contexte social, du contexte culturel, notamment du genre, très très important très important dans les usages numériques, euh, fait que c'est compliqué de, euh, de, de, de discerner quelque chose, enfin en tout cas voilà, l'approche par les effets, elle a tendance à homogénéiser des pratiques, alors que l'approche sociologique va être plus attentive à toutes les différenciations et aussi aux capacités de résistance éventuellement des usagers face aux dispositifs communicationnels, qu'ils soient numériques ou voilà, c'était principalement ça que je voulais dire. Et du coup, la notion même d'un individu ou d'une approche individuelle qui soit séparée d'une approche sociale, d'un point de vue sociologique, c'est compliqué. Voilà. Parce que l'individu lui-même, il est façonné par le social. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment séparer des réponses individuelles et des réponses sociales? Voilà. Je pense que c'est à ces deux niveaux-là que se situent aussi les différences entre une approche plus psychologique et une approche, en tout cas, de psychologie sociale ou psychologie cognitive, et puis une approche sociologique. Ensuite, en infocom, je suis bien d'accord on a tout intérêt à articuler quand même les deux approches. Oui. Merci Sophie pour cette question qui va relancer des échanges passionnants et passionnés que nous avons depuis des années justement à ce niveau-là et je laisse Didier échanger avec vous à ce sujet. Oui, merci Sophie de ta question. Effectivement, c'est des vraies questions et je crois qu'on est complémentaires. Quand je dis on, c'est la sociologie et les disciplines. Fondamentalement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les effets nécessitent de la causalité qui nécessairement est réductrice par définition. Et donc, on ne peut pas tenir compte de tout. Donc, en expérimentation, on travaille surtout sur des modèles, donc des petits modèles. Et l'inconvénient, c'est que si on veut faire une théorie, il faut sommer, additionner. Et on veut faire une théorie qu'à partir du moment où on a un certain nombre d'expérimentations faites, ce qui est très long à faire, et ce qui est parfois, ça mène des fois à pas grand-chose, des fois ça mène à une chose intéressante. Alors, la différence peut-être de la sociologie, donc du niveau social, quand on travaille à un niveau individuel, je préfère parler de niveau individuel en cycle et de niveau social plutôt que de psycho, de sociologie, on est plus intégrateur comme ça. Du coup, je vais juste vous montrer en 30 secondes un cas où on a nécessairement dû utiliser de l'expérimentation parce qu'on était sur un niveau individuel et sur un cas très précis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler
par expérimentation d'effets des médias, ce n'est pas possible. On est obligé de parler d'effets d'un message particulier, très précis, etc. Alors que les sociologues sont plus capables de faire quelque chose de beaucoup plus macro. Dans l'expérimentation dont je vais vous parler en 30 secondes, c'est quel est l'intérêt et quel est l'impact, les effets donc du Nutri-Score quand on le met dans la publicité. Donc c'est très petit. En rouge, vous avez ici le cas où on a des publicités qui sont sans Nutri-Score. En vert, le cas où on a des publicités avec Nutri-Score. On a mesuré sur 27 000 personnes, une fois qu'ils ont regardé toutes ces publicités, vous avez en abscisse le Nutri-Score A, donc tout un tas de publicités pour le Nutri-Score A, tout un tas de publicités pour le Nutri-Score B, pareil pour C, pareil pour D, pareil pour E, et on a fait une comparaison. Donc, on est quelque chose qui est nécessairement très, très précis, etc. Et à partir de là, on a mesuré les effets sur la perception des produits, l'intention d'acheter, l'intention de donner aux enfants, le fait d'aimer ou pas le produit, etc. Et donc, on a montré que lorsqu'on est face à des publicités qui mettent le Nutri-Score A, donc sur la ligne Nutri-Score A, et on va être en vert, en haut. Tu peux peut-être passer, montrer, je ne sais pas si tu peux. Non. Bon, alors, on ne peut pas. Ici, c'est bon, on voit ta flèche. Donc, on est sur le Nutri-Score A ici. Toutes les publicités de Nutri-Score A. Et donc, nécessairement, on a une intention d'acheter, de consommer qui est bien plus élevée par rapport à ces mêmes publicités où le Nutri-Score n'apparaît pas. Et inversement, en vert, quand le Nutri-Score apparaît, les gens ont moins envie d'acheter les produits pour le Nutri-Score E. Et lorsque le Nutri-Score apparaît, lorsque le Nutri-Score apparaît, ils ont moins envie d'acheter pour les produits de Nutri-Score E et ils ont beaucoup plus envie d'acheter lorsqu'il n'y a pas le Nutri-Score. Donc, l'avantage, c'est qu'on a un lien de causalité qui est clair. Ça, c'est l'avantage épistémologique de l'expérimentation et donc du paradigme des effets, parce qu'on est dans le paradigme des effets. Inconvénient, on convient, c'est qu'on ne peut pas aller sur des grandes variables, les jeunes par rapport aux personnes plus âgées, les PCS faibles, défavorisés, etc. Par contre, on perd en globalité de variables ce qu'on gagne en certitude de ce qu'on peut dire. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'on n'est pas global, on est obligé d'être très restrictif. Par contre, on gagne en certitude épistémologique. Donc, je crois qu'il faut en SIC avoir les deux approches, les approches complémentaires, parce que sans l'approche des effets, on passe à côté d'un certain nombre de paradigmes et de phénomènes qu'on ne peut jamais étudier en tant que tel si on n'a pas, par exemple, l'expérimentation. Par exemple, là, concrètement, on va demander au gouvernement maintenant de mettre le Nutri-Score. Donc, il y a un impact social quand même. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Effectivement, on est complémentaires. Merci beaucoup, Sophie. Puis on aura l'occasion, j'espère, de parler de cette question large qui nous préoccupe, toi et moi, et puis bien d'autres aussi sur cette question des effets. Voilà, merci beaucoup de la question. La complémentarité des méthodes et des approches à la fois théoriques et épistémologiques est aussi un élément sur lequel on travaille beaucoup au niveau de l'IMSIC, mais même globalement en sciences de l'information et de la communication pour que la discipline continue d'avancer. C'est nécessaire. Je vais, avant de donner la parole à Stéphane qui l'avait demandé à distance, je vais voir au niveau de la salle, est-ce qu'il y a une question, une remarque? Après, je donne la parole à Stéphane. Stéphane, tu as la parole. Oui. Non pas pour répondre à la remarque de Didier, mais pour poser tes questions. Bien justement par une petite visite. Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier chaleureusement le professeur Von Pape pour la richesse de son intervention et de même Didier. S'il me permet une petite incise, je voudrais pas qu'on se méprenne sur mes mœurs. Il faisait implicitement allusion lors d'un dernier séminaire à une question que j'avais posée sur la consommation de sites pornographiques qui avait augmenté de 50% lors du confinement. Voilà, voilà. Ceci est dit. Les choses sont dites, Stéphane. Oui, Stéphane, je voulais juste dire, tu as parfaitement raison et on a de plus en plus d'études.
on a de plus en plus d'études sur ces questions-là. C'est des vrais problèmes d'addiction. Hein. Mais c'est très sérieux. Moi, je me faisais un trait d'humour tout à l'heure qui en est pas ça. Mais c'est très, très sérieux, hein, les addictions à ces images-là. Voilà. Complètement. Complètement. Et alors, l'intervention du professeur Van Pape a trouvé écho en moi autour de 3 points que je vais essayer d'aborder brièvement. Effectivement, sur la difficulté à envisager un usage lorsqu'une une innovation technologique ou scientifique intervient, et la spatialisation, enfin la topographie, l'emplacement que ça va prendre. Et moi, je me souviens, il y a 25 ans, quand j'étais, enfin peut-être plus, je sais pas, je veux me rajeunir, lorsque j'étais étudiant en infocom, j'avais lu un livre qui s'appelait Médias et société de Francis Ball chez Montchrétien, qui a depuis été réédité, enrichi, et qui expliquait l'histoire du téléphone depuis la création du RTC, c'est-à-dire le réseau téléphonique commuté, qui aujourd'hui d'ailleurs disparaît au profit voilà, de la VoIP. Et Francis Valls, ce qu'il dit, c'est que quand on a créé la techno, on ne savait pas très bien ce qu'on allait en faire. Et on a décidé de diffuser de la culture à des gens qui étaient éloignés du centre de la vie culturelle, à savoir Paris. Et on a fait des théâtrophones, c'est-à-dire qu'on a, dans des sortes de salles des fêtes, on diffusait les opéras qui avaient lieu à l'Opéra Garnier de Paris. Et c'est progressivement, par des enjeux de négociation, etc., que la technologie a évolué et ses emplacements, d'âge, etc. Moi, ça m'a un petit peu évoqué ça. Je ne sais pas si c'est pertinent par rapport au propos, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Et je vais très très vite puisqu'il y a 3 points, donc c'est pour ça que je suis peut-être un peu pas très précis, vous me le direz. Le second point, oui, alors c'est la question de la mobilité qui a été abordée. Alors, en vélo, certes, et le rôle des nouvelles technologies. Et moi, ce que ça m'a fait penser, c'est l'importance du législateur, l'importance du législateur, parce que, alors, là, on est en voiture. Lorsque l'on est en voiture aujourd'hui, certains d'entre vous se servent peut-être des applications de type Google Maps ou Waze. Et le législateur, en 2022, a décidé que les trajets ne soient plus nécessairement optimisés en termes de rapidité, mais en termes d'impact écologique. Et ça, comme ce n'est pas nécessairement connu des utilisateurs, là je parle plus d'usagers nécessairement, parce que pour moi ça comporte comment dire, c'est autre chose, n'ont pas conscience de ça, et ça crée une distorsion, un questionnement. Et enfin, un troisième point qui est peut-être un petit peu connecté en termes de distorsion. On a parlé rapidement d'IA générative. J'ai apprécié qu'on dise le mot génératif parce que lorsque l'on parle d'IA aujourd'hui, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Et c'est ce qui avait fait écrire à Luc Julia, celui qui a inventé Siri, puis qui est parti ailleurs par la suite. Il avait écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, par provocation. Et moi, j'ai fait un constat empirique partiel auprès de mes étudiants notamment, c'est que les usagers des IA génératives ne savent pas comment elles sont conçues. Pas la théorie, mais leur fondement, à savoir les LLM, ce sont les Large Language Models, et les données qui ont servi d'entraînement. Parce que c'est machine learning, deep learning, ça nécessite des modèles qui sont entraînés pour être optimisés. Et de fait, ils ne savent pas prompter, ou en français on dit faire des invites. Il y a un métier qui est en train de se créer, c'est le prompt engineering, c'est savoir poser les bonnes questions pour avoir vraiment les réponses les plus optimisées. Et ça introduit, à mon avis, un problème au niveau des usages qui sont faits. Voilà, j'ai essayé d'aller très, 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 très vite.
Merci Stéphane. Thilo, on te laisse la parole pour Oui. répondre à ce que tu veux. Oui, très rapidement. Donc, théâtre fun, je pense, moi j'étais dans les cours de Josiane Jouette, c'était, on en a aussi parlé à l'IFP. Pour moi, c'est un exemple de non-linéarité, encore une fois, et c'est important de revenir en arrière pour voir ça, parce que sinon on a l'impression que tout est allé dans notre sens. Par rapport aux législateurs, et merci d'avoir évoqué ça, ça c'était vraiment notre constat que faire le design d'une interface ou d'une application pour résoudre des problèmes, c'est une approche très limitée et on s'est fait, si on peut dire, écraser avec notre petit boîtier quand même dans l'ensemble par rapport à la réalité de toute la communication qui se fait dans l'espace urbain. Et c'était clair que la question principale, c'était par exemple pour la charge mentale, c'était pas l'application, mais c'était l'aménagement des routes déjà pour résoudre ces problèmes-là. Il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans qu'on dit oui, développer des applications pour résoudre ça, que la politique nous dit ça, on vous donne des sous pour ça. Si la vraie problématique, elle est de l'ordre de la régulation ou de l'aménagement. Et la dernière question, c'était sur les LLM, Ah oui, la capacité à oui, prompter, etc. d'accord. Oui, merci. Et là, je suis d'accord. On parle toujours des digital natives comme s'ils savaient tout, mais c'est comme on avait fait des constats avant aussi, que souvent, ils ne se rendent pas compte de ce qui est derrière. Et pour moi, c'était par rapport à la personnalisation qu'ils étaient toujours convaincus que ChatGPT personnalisait les réponses par rapport aux échanges antérieurs, alors que pour une fois, c'est pas tellement le cas parce qu'il repart à zéro et j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça montrait qu'ils n'ont pas très peu d'idées de comment ça se passe. Donc, merci pour ces commentaires. Merci beaucoup Thilo. Je pense qu'on peut encore prendre une remarque dans la salle rapidement et on terminera là-dessus. J'ai vu Hervé et je donnerai ensuite la parole aux prochains intervenants. On est tout à fait dans les temps. Hervé, pour clôturer les échanges là-dessus. C'est une question très rapide. Merci pour les présentations. C'est concernant justement l'IA générative. Hein. Oui. Moi, je ne suis pas spécialiste de la communication, donc plutôt ça relève de l'usage ou de l'appropriation, je ne sais pas. J'ai lu un article récemment où c'est par rapport à justement les usages, les appropriations des usagers là, qui sont en difficulté personnelle et qui échangent avec ce qui a été évoqué pendant la présentation, avec ChatGPT, alors que bon, c'est une machine et qu'elle n'a aucune expérience personnelle, aucun vécu, et que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de parler à quelqu'un qui n'a eu aucune expérience. Et donc, j'ai vu un article justement qui mettait en question cet aspect-là, où l'IA fait beaucoup référence maintenant à la confiance à l'IA, alors que ce n'est qu'une machine probabiliste qui n'a eu aucune expérience de vie. Comment est-ce que vous imaginez peut-être de questionner ça par rapport à l'appropriation et à l'usage de ChatGPT? Oui, merci. Alors, finalement, une première application, c'était du chat de ces outils-là, c'était Eliza dans les années, je pense que c'était 70, qui était la première application d'intelligence artificielle pour des dialogues. C'était une sorte de thérapeute qui a répondu de manière très mécanique aux questions. Donc, cette idée-là, elle est là depuis très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence quand même à être pris en compte par des professionnels qui commencent à essayer d'encadrer ça parce qu'ils voient la problématique et je trouve ça très intéressant. On fait des travaux de master là-dessus à Fribourg, des étudiants qui parlent avec des professionnels psychiatres comment ils voient ces technologies-là et aussi il faut se positionner parce que les étudiants ou les gens ils s'en servent donc on ne peut pas dire que c'est pas bien, mais il faut encadrer ça d'une certaine manière. Et je pense que c'est surtout, pour l'instant, juste une grande question de recherche, mais il faut attaquer
ce problème-là. Et comme pour des questions politiques, l'algorithme, il a quand même beaucoup d'expérience intégrée d'une certaine manière. Quand même, il faut se positionner. Quand je lui demande comment faire une sauce dans la cuisine, il sait très bien comment le goût de la sauce ou le vin qui va avec ça. Donc, c'est très, très complexe. Mais je pense surtout qu'il faut intégrer le professionnel dans ça. Et je voulais juste terminer avec un message personnel que je suis à la recherche d'une assistante ou assistant, doctorant à l'université de Fribourg. S'il y a ici ou probablement plutôt sur Internet où vous connaissez des gens qui terminent, c'est sur 5 ans à partir de septembre à l'université de Fribourg. J'en profite pour ce message publicitaire. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Faites circuler. Merci beaucoup pour cet échange.